Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de sport à la une. Bonne fête de Pâques à tous. Alors ce soir, nous parlons beaucoup de football dans une interview exclusive accordée à Mamadou Ndiaye et Mor Harma. Aliou Cissé tire le bilan de sa présence à la tête de cette équipe nationale. Lui qui en 2015 jouait son premier match au Havre avec le Sénégal. Son groupe, sa méthode, ses ambitions. Le sélectionneur national nous dit tout. Mardi dernier, soit 3 ans après sa nomination, Aliou Cissé conduisait les Lions face à la Bosnie. Un match amical en prélude à la prochaine Coupe du Monde. Score final, 1 but partout. Nous tirons également ici sur le plateau le bilan de ces 2 matchs amicaux. Foot féminin, la manche allée du premier tour des éliminatoires de la CAN 2018 se joue le 4 avril prochain. Le Sénégal reçoit l'Algérie. Ce sera mercredi au stade Alassane Djigo de Pékin. Les Lions qui ont déjà fait 2 matchs amicaux pour préparer cette rencontre. Pour en parler, nous aurons également sur ce plateau notre invité, en tout cas responsable de la commission du foot féminin au sein de la Fédération sénégalaise de football, Seyni Ndirsek. Ligue 1, Génération Foot trébuche. Cette fois-ci, les Grenades se sont inclinés devant le Casa Sport. Une défaite qui relance le suspense dans ce championnat où la Sonacos a plus que jamais son mot à dire. Cheikh Gueye, entraîneur de cette équipe, est notre autre invité. Avec lui, nous parlerons des belles performances de son groupe et débrieferons également les matchs amicaux du Sénégal. Enfin, pour terminer, nous ferons un crochet au Maroc à Agadir où le Sénégal s'est offert grâce au taekwondo 4 médailles d'or au championnat. C'était donc entre le 28 mars dernier et le 1er avril. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Cheikh Gueye, bonsoir. Bonsoir, Fatou. Bonsoir, Seyni. Bonsoir, Fatou. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, Fatou. Alors, Cheikh, nous allons tout de suite démarrer avec l'actualité de nos Lions. Bien sûr, dans cette rubrique Russie 2018, nous y sommes déjà. Vous la connaissez évidemment. On va commencer avec l'Angleterre. Sadio Mané qui marque et s'offre un record. Oui, Sadio Mané qui marque son 9e but de la saison. Comme vous allez le voir sur ces images, l'international sénégalais qui égale en même temps le record de buts marqués par un Sénégalais en Première Ligue, Dembaba, le record de Dembaba, donc de 43 réalisations. Il a même reçu les félicitations de l'attaquant de Gaziantep. Cheikhou Kouyaté, lui, n'a pas marqué avec West Ham, mais il est crédité d'une prestation double XL. Voilà, le capitaine des Lions du Sénégal à la 13e minute déboule sur le côté droit avant de servir Joao Mario qui ouvre le score. Kouyaté avant-dernier passeur sur le 2e but d'Arnautovic. Et puis dans les arrêts de jeu de la première période, il sert parfaitement Arnautovic qui conclut pour le 3-0 et pour son doublé. Cheikhou Kouyaté donc qui permet à son équipe, on peut le dire, de respirer en gros coup. Tout à fait, de sortir de cette zone dangereuse. On reste en Angleterre, mais cette fois-ci en Championship. Famara Diédhiou a fait trembler les filets, cette fois-ci de fort belle manière. Oui, à l'attaquant de Bristol qui travaille sur le côté gauche avant de loger la balle en pleine lucarne opposée. Il ne laisse aucune chance au gardien de Barnsley. Les 2 équipes se quittent sur un match nul, 2 buts partout. En Allemagne, Salif Sané a marqué, mais il n'a pas fait le bonheur de son équipe. Oui, il se retrouve des talents de buteur, lui qui a marqué également lors de la dernière semaine avant la trêve internationale. Son but à la 71e minute, malheureusement, ne sera pas suffisant pour permettre à Hanovre de s'imposer face à Leipzig. Défaite des Siens 3-2. On va terminer avec des infos sur quand même les performances de nos adversaires et notamment des joueurs. Oui, avec Lewandowski qui a été l'auteur d'un triplé face au Borussia Dortmund, l'international polonais donc, qui a grandement contribué à
la raclée infligée à son ancienne équipe avec ce triplé 6-0. Lewandowski en pleine forme. Il n'y a pas que lui-même, James Rodriguez également dans ce match a été l'auteur d'une très belle passe décisive et un gros match. Donc attention à nos adversaires. Un autre Colombien qui s'est également illustré, il s'agit de Cuadrado, lui qu'on annonçait blessé pendant une longue période. Vous y avez cru, cher, hein? Mais quand même 2 mois. Il n'a été blessé finalement que 2 mois après son opération. Son retour. Il est revenu, retour gagnant, puisqu'il permet à la Juventus de battre cette équipe de l'AC Milan. Lorsqu'il entrait, le score était de 1 but partout. Et c'est lui qui marque de la tête. Le deuxième but, Tirunois, avec l'équipe de la Juventus qui s'impose finalement 3-1 face au Milan AC. Alors justement, cher, cela nous permet de rebondir pour parler un peu de nos adversaires. Voilà, le retour de Cuadrado. Beaucoup de gens ont été impressionnés par la sortie des Colombiens contre la France. C'est peut-être l'adversaire qu'il faut, en tout cas, du coup, que tout le Sénégal craint dans cette poule H. Vous l'avez observé. Comment vous trouvez le jeu colombien? Oui, je pense que c'est l'adversaire que tout le Sénégal redoute et c'est normal parce que sur le plan tactique, je pense qu'ils ont beaucoup de variabilité, ils ont beaucoup de variété de jeu. Sur le plan tactique et sur le plan aussi des individualités, je pense que c'est une équipe qui varie beaucoup de systèmes par rapport aux autres adversaires, à savoir le Japon et la Pologne. Si je dis varie beaucoup de systèmes de jeu, c'est une équipe qui joue avec un 4-3-3 de temps en temps. Je les ai suivis ici jouer contre Chili avec un 4-4-2 avec comme Muriel et Jackson comme avant-centre. Ils ont aussi joué un match où ils ont joué un 4-2, un 4-3-3 avec 2 milieux défensifs. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de variété dans le jeu, donc c'est une équipe à redouter. D'ailleurs, on dit que sur la seconde période, c'est le coach colombien qui a battu tout simplement le coach français en changeant de système de jeu. Ça veut dire qu'ils ont aussi un entraîneur assez aguerri et qui est habitué des grandes compétitions. Vous savez, avoir une équipe durant 12 ans, ou bien 10 ans de plus, je pense que c'est seulement cet entraîneur qui peut le faire, surtout en sélection. Donc il connaît son groupe, il maîtrise ce qu'il fait, il maîtrise tous les systèmes de jeu qu'ils ont pu appliquer durant ces derniers matchs, surtout durant les éliminatoires du mondial contre peut-être Chili, contre les autres équipes. Je pense que c'est un entraîneur vraiment aguerri dans ces différents systèmes et ce qu'il est en train d'appliquer. Contre la France, on a vu, après avoir mené par 2 fois, il est revenu en changeant les systèmes de jeu, des positions tactiques. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on valorise vraiment un entraîneur, à savoir lire un match quand ton équipe est faible et rendre fort ton équipe quand vraiment ça se demande. La Pologne, vous avez plus ou moins regardé. Est-ce que vous avez quelques points forts, en tout cas, de cette équipe polonaise? On en connaît principalement l'attaquant Lewandowski. Oui, je pense que la Pologne aussi, c'est une équipe à redouter du fait que ce n'est pas seulement une équipe qui est figée sur un 4-3-3. J'ai vu la Pologne à plusieurs reprises jouer un 4-4-2, mais ça, ce n'est pas un 4-4-2 classique, mais un 4-4-1-1. Ça veut dire Lewandowski comme avant-centre et un autre comme un faux numéro 10. Je pense qu'aussi la Pologne, c'est un pays de l'Europe de l'Est et tout le monde sait que l'Europe de l'Est... L'Europe du Nord. L'Europe du Nord, du moins, c'est le caractère. Je pense que tout le monde a vu aussi la Pologne qui va être pas un outsider dans ce groupe, mais c'est aussi un adversaire à redouter. Alors, cher, la transition est toute trouvée puisque depuis tout à l'heure, en tout cas ces derniers jours, cher Tidiane, on a beaucoup parlé de système, de choix du coach. Alors, on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce match notamment Bosnie-Sénégal. Voilà, avec les Lions qui étaient en regroupement la semaine dernière et qui ont livré en deuxième et dernier match amical. C'était le mardi 27 face à la Bosnie-Herzégovine, c'était au Havre. Les sélectionneurs Aliou Cissé tirent le bilan de ces 2 sorties amicales sanctionnées par 2 matchs nuls, 0 but partout et 1 partout. Mais la nouveauté a résidé plutôt dans le choix du système avec l'usage du 3-5-2. Écoutons les enseignements tirés par le sélectionneur national au micro de Mamadou Ndiaye et Morhan. Ça fait partie de l'évolution d'une équipe tout court. Voilà, donc le 3-5-2,
c'est un système qui date depuis des années. Un nouveau système pour Cissé. Voilà, mais ce n'est pas un nouveau système pour Cissé, c'est un nouveau système pour l'équipe nationale. Voilà, donc je reste persuadé qu'on a des joueurs pour jouer dans ce système-là. Ça, j'en suis persuadé maintenant. Après, comme je dis, ça demande du travail. Beaucoup d'entraîneurs ne jouent pas ce système-là parce que justement, il faut du temps pour le mettre en place. Et les matchs amicaux doivent nous servir à un moment donné à essayer, à tester. Et ça fait un bon bout de temps que je voulais jouer dans ce système-là. Je n'ai pas pu le faire. L'année 2017 a été une année très chargée. Il y a eu la Coupe d'Afrique, il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc là, 2018, au mois de mars 2018, je me suis dit, allez, on va essayer. Je crois que le contenu des deux matchs n'a pas été mauvais. Maintenant, tout n'a pas été parfait aussi. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un système aujourd'hui que Cissé va jouer à la Coupe du Monde. Non, non, non. Je pense qu'on a d'autres systèmes on est adapté à ces systèmes-là. Donc, on a déjà fait nos preuves dans ces systèmes-là, mais je crois que je suis toujours en anticipation sur les choses et je suis en train d'anticiper un peu plus loin. Donc, forcément, je me suis dit le moment était venu pour nous d'essayer ça. Aliou Cissé est souvent critiqué. Pour certains, il n'écoute pas les anciens, il n'écoute pas les autres. Quelle est votre réponse? Les critiques, j'ai toujours dit que ça faisait partie de la vie. Moi, je dis que ça ne m'empêche pas vraiment d'évoluer. Voilà, je continue à évoluer sur la critique. Je dirais que peut-être même ce sont ces critiques-là qui me rendent encore meilleur. Il y a déjà les critiques, les enfonces. Moi, je crois que ça me pousse à aller de l'avant. Mais c'est vrai que par moments, j'ai trouvé que les critiques étaient injustifiées et disproportionnées. Voilà, donc maintenant, ça fait partie de ce métier-là. Je n'en veux à personne. Et aujourd'hui, on a un petit peu de crédit parce qu'on a fait du bon boulot. On a qualifié cette équipe-là pour une deuxième fois de l'histoire du football sénégalais. Mais nous savons que tout ça est éphémère et que demain, ça peut reprendre de belle manière. Mais ce n'est pas seulement propre au Sénégal. Vous allez en France, c'est la même chose. Didier Deschamps vit les mêmes choses. Vous allez en Allemagne, il vit la même chose. Vous allez en Angleterre, c'est la même chose. Mais en fait, c'est le football de haut niveau qui est fait ainsi. Et quand vous avez l'équipe nationale du Sénégal, c'est une affaire nationale. Donc tout le monde peut parler, tout le monde peut donner son avis. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je me prends pas trop la tête sur ça. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai un staff compétent. Je discute beaucoup avec eux, j'échange avec eux. Et chaque fois, on trouve des solutions. Et on fait des résultats. Quand vous voyez, depuis 3 ans, il y a 3 ans aujourd'hui, le Sénégal n'a pas perdu de match officiel. On marque quand même plus de 49 buts, on encaisse 16 buts. Les statistiques sont là quand même. Voilà, maintenant, si on me parle du jeu, je dirais oui, bien sûr que jouer contre un bloc bas, c'est ce qui est le plus difficile dans le football. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que le Sénégal qui est dans cette situation-là. C'est ce qui nous attend, on peut dire, à la Coupe du Monde. Ça pourrait nous attendre, mais parce que les adversaires ne sont pas non plus des gens qui ne réfléchissent pas, c'est des gens intelligents, c'est des gens comme moi qui regardent ce que font les autres. Aujourd'hui, que ce soit l'entraîneur de la Pologne, que ce soit la Colombie et le Japon, ils sont venus nous visionner aujourd'hui. Ils sont venus nous regarder. Donc, ils savent que le Sénégal aujourd'hui, vous laissez les attaquants sénégalais de l'espace, mais vous n'allez plus les revoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils nous coupent tout simplement l'espace. Ils nous coupent la profondeur. Ils préfèrent voir Sadio Mané devant eux que de voir Sadio Mané derrière eux. Ils préfèrent voir Ismaïla Sarr devant eux que de le voir derrière eux. Donc, vous croyez bien qu'ils ne vont pas nous laisser l'espace. Maintenant, quand les espaces se réduisent, quand les lignes se ferment, ça devient plus difficile de s'exprimer. Mais comme je le dis, ce n'est pas quelque chose de propre au Sénégal aujourd'hui. Ce qui est difficile, c'est de mettre en place une équipe pour jouer justement contre les blocs bas, pour jouer contre des systèmes bien fermés. Bien sûr, je sais que c'est notre axe de travail. Voilà, nous devons progresser encore plus dans tout ce qui est conservation. Nous devons progresser encore plus dans tout ce qui est déséquilibre dans les 30-25 derniers mètres.
Mais à côté de ça, nous avons de la qualité. Nous savons que nous sommes capables d'aller très vite en attaque rapide. Nous savons que nous sommes capables d'aller très vite en contre-attaque. Donc je pense que ça c'est intéressant de le garder parce que je pense que c'est l'ADN du Sénégal et progresser dans tout ce qui est conservation et jouer contre les blocs bas. Voilà, dernière question, quel est l'objectif de Cissé pour cette Coupe du Monde? Et bien sûr, au-delà de ça, il y a une CAN 2019 avec l'équipe nationale du Sénégal. Bien sûr. Bah c'est préparer la CAN 2019. Mais pour mieux préparer cette CAN 2019, c'est important de faire une bonne participation à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a une comparaison qui se fait entre la génération 2002 et la génération 2018. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de comparaison. Voilà, donc le Sénégal, ça fait depuis plus de 17 ans qu'il n'est pas allé à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on nous demande d'aller en quart de finale. Je pense qu'il faut être quand même un peu sérieux, il faut être raisonnable. Voilà. Maintenant, à côté de ça, on a de l'ambition. Voilà. On a envie de faire une belle Coupe du Monde, on a envie de représenter notre pays, on a envie de représenter le football africain. Mais je crois que de dire qu'aujourd'hui, on est capable d'aller dans les demi-finales, moi je suis un peu plus posé, plus calme, plus lucide, plus serein. Mais je sais que dans le football, tout est possible. Alors, si on peut aller gagner la Coupe du Monde, bah pourquoi pas? Donc, un bilan tiré par le coach que nous aurons l'occasion de retrouver en fin de mag pour un entretien encore beaucoup plus long et élargi. Mais évidemment, le point saillant, c'est ce choix de changer de système durant ces deux matchs amicaux. Alors, Seyni, vous êtes une ancienne joueuse, donc forcément, vous avez votre mot à dire sur les aspects tactico-techniques. Comment vous avez trouvé le Sénégal dans son jeu durant ces deux matchs, et contre l'Ouzbékistan et plus récemment contre la Bosnie? Bon, lors du premier match, on a pris un but très tôt, et une fois qu'on prend un but et que l'équipe adverse défend, c'est difficile de marquer. On a fait beaucoup d'efforts, finalement on a marqué. C'était moyen dans l'ensemble, mais je pense que c'était un match amical, on se cherche. Et le second match aussi, c'était un match nul encore. Mais je pense qu'on a changé de système, on n'a pas changé de système. Le coach, il a eu son équipe pendant tous les éliminatoires. Il a réussi à qualifier l'équipe. Là, il est en train de se préparer pour la Coupe du Monde. On a joué 2 matchs amicaux, laissons-lui le temps. Alors, l'adaptation de nos joueurs chers à ce nouveau système, il y a eu quand même des débuts de partie assez difficiles pour des professionnels. Et d'ailleurs, ils le disent toujours, nous sommes des professionnels, nous devons nous adapter, sauf que l'adaptation n'a pas été très rapide. L'adaptation n'a pas été très rapide parce que aussi, comme je le dis souvent, l'adaptation, il faut répéter pour s'adapter. Si on n'a pas le temps de répéter, on ne peut pas s'adapter. Même si on est des professionnels, il faut répéter un système à plusieurs reprises pour que les automatismes viennent. Et je pense que ce qu'on a vu contre le premier match, un système 1-3, je préfère ne pas dire 3-5-2, sinon ce sera 10 jours. Je préfère dire 1-3-5-2 parce que le gardien aussi fait partie des jours, des 11 jours. Donc pour vous dire, le premier match on a vu que le Sénégal a évolué sur un nouveau système avec des nouveaux joueurs qui venaient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau système avec des joueurs nouveaux qui arrivent. Le problème, c'est que déjà, ils ne se sont pas adaptés à ce système. La deuxième chose, tu n'as pas donné suffisamment l'opportunité à ces joueurs de s'exprimer. Ce qu'on a vu contre l'Ouzbékistan, en première période comme en deuxième période, je pense que sur le contenu, ce n'était pas ça. Parce que sur ce match aussi, le résultat n'est pas important. Ce qui est important, c'est le contenu. Et sur ce contenu, je pense que le système n'a pas été bien huilé parce qu'il faut beaucoup de communication derrière. En plus de cela, ce qui est plus dangereux pour ce premier match, on a vu que le Sénégal a joué avec 2 pistons qui ne sont pas, à mon avis, des pistons. On a joué des latéraux, mais latéraux. Donc je pense que pour jouer un système de ce genre 1-3-5-2, il te faut vraiment des pistons. Si j'appelle piston, c'est-à-dire un faux excentré qui sait aller et revenir. Et jouer avec un latéral, je pense que sur le plan offensif, ce n'est pas tellement ça. Mais justement, ce changement de système, comment est-ce que vous l'avez trouvé? On sait que c'est un essai, mais est-ce que l'essai a été concluant ou pas? Concluant, comme l'a dit Aliou Cissé tout de suite, il dit qu'il faut qu'on anticipe. Quand on va dans une compétition comme le mondial, je pense qu'il serait bien aussi vraiment de pouvoir contrecarrer les autres équipes par un système. Mais à mon avis, il ne s'agit pas de contrecarrer un système par un autre système. Je pense qu'il faut contrecarrer un système par des principes de jeu par d'autres principes de jeu. Je donne un exemple. Par exemple, si je vois par exemple que la Colombie joue beaucoup le changement d'orientation, moi, ce que je dois faire comme technicien, c'est de travailler
pour comment faire de telle sorte qu'il n'y aura pas de changement d'orientation. Et le principe tactique que je vais travailler défensif, c'est de cadrer l'adversaire. Si l'adversaire arrive à pouvoir faire un changement d'orientation pour faire son jeu long, moi ce que je vais faire, c'est de gérer la profondeur derrière. Donc à mon avis, ce n'est pas question qu'on va travailler un système pour contrecarrer durant ce mondial un autre système. En matière de football, je pense que les principes technico-tactiques se contrecarrent par des principes technico-tactiques. Peut-être lui, il a vu que certaines équipes vont utiliser certains systèmes qu'il voit qu'il faut travailler ce système pour les contrecarrer. Il est dans son droit, il faut le respecter, c'est son choix. Mais à mon avis, je pense qu'on aurait pu vraiment profiter de ces 2 matchs amicaux pour peaufiner d'autres systèmes beaucoup plus applicables. Donc vous pensez que ce système-là n'est pas très adapté à son équipe? Vous savez, dans chaque système, il y a des avantages et des inconvénients. Et ce qu'on devrait faire, c'est d'essayer, avec les caractéristiques des joueurs qu'on a, maximiser les avantages et minimiser les inconvénients. Mais si on voit l'autre jour, on a vu que le Sénégal a des joueurs qui n'arrivent pas à maximiser les avantages de ce système. Donc pour vous dire que ce système, à mon avis, n'est pas un système adéquat parce qu'on n'a pas réellement certains joueurs pour le faire. En plus de cela, jouer ce système, c'est faire quoi? C'est faire griller Sadio Mané. On sait que Sadio Mané, c'est un joueur d'espace et dans ce système, il est un piston libre qui n'a pas d'espace pour vraiment se libérer. Moi, par exemple, pour jouer ce système, j'aurais dû préférer 1-3-5-2 à 1-3-4-3 pour permettre à Sadio Mané d'occuper vraiment l'espace. Tout à fait, mais je pense qu'Aliou Cissé, nous l'entendrons d'ailleurs tout à l'heure, il a clairement dit ce n'est pas le système avec lequel il va jouer à la prochaine Coupe du Monde, mais comme il dit, il faut être prévoyant. Alors, très rapidement, sur les différentes lignes, peut-être les performances, on a beaucoup parlé du point fort du Sénégal, qui est la défense. Bon, jusqu'à présent, ça se confirme parce qu'on n'encaisse pas beaucoup de buts. On n'en a pas encaissé contre la Bosnie, même si on a concédé beaucoup d'occasions. Et contre l'Ouzbékistan, on en a pris 1. Maintenant, l'inquiétude aussi, est-ce qu'elle ne se situe pas au niveau de l'attaque où on voit que le duo Moussa Sow, Mame Biram Diouf, est-ce que ce ne sont pas des joueurs qui ont plus ou moins le même profil? En tout cas, au niveau de l'attaque, on n'a pas encore ce joueur qui tue, ce joueur tueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'il a si bien dit que nous, on a des attaquants d'espace. Et les autres équipes le savent et ils t'interdisent de jouer dans l'espace. Donc, le profil d'attaquant qu'on devrait avoir, peut-être c'est, comme vous l'avez dit tout de suite, un attaquant, un tueur, comme là, par exemple, les autres équipes de notre poule. Mais nous, les joueurs qu'on a, ce sont des joueurs d'espace. Et quand tu as des joueurs d'espace, l'équipe adverse, il gère la profondeur, tu ne peux pas évoluer. Et le principal problème du Sénégal, comme il l'a dit, c'est quand on joue avec des équipes qui jouent bloc bas. Donc, nous, aujourd'hui, le thème ici au Sénégal, ça ne devrait même pas être un problème de système, mais c'était de résoudre l'équation quand le Sénégal joue avec une équipe qui joue en bloc bas. Très bien. Alors, Seyni, justement, on a des joueurs quand même sur le front de l'attaque dont on peut penser qu'ils peuvent faire le dernier geste. Moi, je pense notamment à quelqu'un comme Diafra Sakho. Il y a aussi un joueur comme Famara Diédhiou qui est brillant en championships, qui a mis 11 réalisations, qu'on n'appelle pas. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas faire tout simplement un changement de paradigme et oser aussi avec ces jeunes joueurs-là? C'est clair que, voilà, moi, après, je ne connais pas trop la vie de groupe, mais forcément, quand on fait match, on a envie de voir des buts. Et ces temps-ci, il nous en manque un peu. Donc, peut-être c'est le moment. Après, tout dépend du coach. Okay. Est-ce qu'actuellement, est-ce que c'est vraiment ou bien réellement un problème d'hommes? Parce que quand même, dans cette équipe du Sénégal, il y en a à l'appel des joueurs, des attaquants qui savent mettre le ballon au fond des filets. Maman a parlé de Diafra, on connaît les talents de buteur de Mbaïnian, de même que Diao Baldé, des fois aussi, il a joué dans l'axe à Monaco, il a marqué. Est-ce que ce n'est pas un problème de combinaison, de trouver les bonnes combinaisons en attaque? Non, peut-être, comme je viens de dire, il faut répéter. Et je pense que si on ne répète pas avec les mêmes hommes, si on change à chaque fois, c'est difficile qu'il y existe la répétition. Et on a vu à chaque fois, au niveau de l'attaque, soit c'est deux autres, soit c'est quelqu'un. Et là, comme il n'y a pas de répétition, c'est difficile qu'il y ait des automatismes. Ouais. Je pense que le jour où on arrivera à avoir, par exemple, sur 3 ou 4 matchs, un seul attaquant, ou bien le même attaquant, ou les deux mêmes attaquants, je pense qu'il y aura des automatismes. Le football sont des automatismes. S'il n'y a pas d'automatisme, s'il n'y a pas de répétition, c'est impossible. Du fait qu'on change souvent, donc il n'y aura pas d'automatisme. Mais cher, du coup, ça, c'est un reproche qu'on peut faire au coach Aliou Cissé, c'est-à-dire sur 3 ans depuis qu'il est à la tête de l'équipe, certes, il amène de bons joueurs, il découvre des pépites, entre guillemets,
mais il ne les fait jamais pratiquement jouer ensemble. Lors du match Afrique du Sud-Sénégal, on a vu, et d'ailleurs lors du match Sénégal-Cap-Vert, on a déjà vu une combinaison entre Maignan et Diafra Sakho, ça a commencé à prendre. C'est ce qu'on a revu à Polokwane. Là, sur 2 matchs amicaux, on n'a pas l'occasion de voir par exemple ce trio, Sadio Mané, Diafra Sakho et Maignan. Est-ce que c'est effectivement ça aussi peut-être l'une des tares du sélectionneur? Moi, je ne dirais pas reproche parce que lui, il connaît son groupe, il connaît ses méthodes. Il faut respecter ses méthodes, même si nous, on a notre mot à dire, parce que c'est la sélection nationale aussi. Mais je dis, comme je reviens à la même question, je pense que pour avoir des automatismes dans une équipe, il faut faire le maximum de choses pour répéter. Et comme je dis souvent, comme on ne répète pas avec la même ligne d'attaque, c'est difficile d'avoir des automatismes. Aujourd'hui, je pense qu'Aliou, dans sa tête, il sait très bien avec quelle paire d'attaque il va jouer. Et il aura peut-être un mois ou les matchs amicaux, les derniers matchs amicaux, pour vraiment pouvoir essayer de les regrouper dans d'autres matchs amicaux, de faire la répétition qu'il faut et vraiment de sortir une ligne d'attaque vraiment qui sera satisfaisante durant la Coupe du Monde. Et comme vous l'avez dit, je dis et je le répète, je ne fais pas de reproche à Aliou Cissé parce que c'est lui le sélectionneur et les résultats aussi de ces derniers temps parfois lui donnent raison. Donc je pense qu'il faut avoir aussi raison garder, ne pas faire comme je suis un technicien, je ne vais pas faire comme le Sénégalais lambda d'or, ni aussi celui qui n'est pas dans la direction technique qui jette des pierres dessus. Non, j'analyse comme un technicien. Il a le droit de faire ce qu'il veut faire. Il a le droit aussi de parler avec son staff et de sortir une combinaison. Mais je le dis, pour qu'il y ait d'automatisme dans le football, il faut de la répétition. Et qu'il y ait de la répétition, il faut toujours aussi les mêmes hommes sur la ligne d'attaque. Alors, Seydi, peut-être en perspective de la Coupe du Monde, c'est vrai que Aliou Cissé l'a dit, ce groupe, quand on l'a tiré, beaucoup de gens pensaient qu'il était abordable, jouable, ce fameux terme, mais aujourd'hui on se rend compte que quand même il faudra élever le niveau de jeu pour justement y arriver. Qu'est-ce qu'il faudra en plus de la fougue, voilà, du job entre guillemets, et voilà, de l'envie? Moi je pense franchement que c'est jouable. Je parle en tant que supporter, pas en tant que technicienne ou autre. Parce que moi, j'ai regardé les 2 matchs du Japon contre le Mali et contre l'Ukraine. Et contre le Mali, quand j'ai regardé le match, ça m'a rassuré sur beaucoup de choses, sur certaines certitudes. C'est vrai qu'on joue des matchs amicaux. Le coach, il a appelé de nouveaux joueurs. Il a envie de voir qu'est-ce qu'ils savent faire avec le groupe. C'est normal qu'il y ait des changements tout le temps. Mais moi, je suis sûre que dans sa tête, dans un petit coin, il a sa paire d'attaque. Moi, je suis convaincue de cela. D'accord. Et donc, ça devrait le faire pour la Coupe du Monde? Oui. Ouais, sauf que déjà, après cette qualification, on avait des doutes. Beaucoup de gens avaient des doutes et on espérait que l'équipe allait avoir beaucoup plus de cohésion, allait monter en puissance avec ces matchs amicaux. Mais bon, après ces 2 matchs-là, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Que déjà, dans cette équipe nationale du Sénégal, on n'a pas beaucoup de certitude, surtout sur le plan de l'attaque. On ne sait pas exactement qui vont jouer. Et là, je pense que quand même, on devrait dépasser ce stade. En principe, si, mais il ne faut pas aussi... Parfois, nous, Sénégalais, on veut trop nous comparer aux autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Sauf qu'on va faire la compétition avec ces avec eux, c'est ça le problème aussi. Parce que plus près les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une sélection. Ils ont une base de sélection, une base de joueurs sélectionnables qui travaillent avec eux durant presque 8 ans, 9 ans, 10 ans. Nous, qu'est-ce qu'on a? Chaque samedi, chaque dimanche, on a un nouveau joueur. C'est ça aussi notre principal problème. Si chaque dimanche, dans chaque convocation, tu as un nouveau joueur, ça pose problème. Tu prends l'Espagne, regarde l'Espagne. Combien de l'ossature d'Espagne d'aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble? Nous, pourquoi on ne peut pas avoir ça? On ne peut pas avoir ça. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense qu'une base, la sélection du Sénégal a une base de joueurs fixes. On sait que ces joueurs-là, ils vont jouer. Par exemple, derrière, sur le plan défensif, derrière, on a une ligne défensive, au moins 3 assurés. Sur le milieu, on a 2 milieux défensifs. Quand on joue le système 1-4-3-3 avec 2 milieux défensifs, là, on a Kouyaté et on a Gana Gueye, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut maintenant dans ce système? Un vrai numéro 10 pour animer ce système. Par exemple, cette équipe que vous venez de prendre en exemple, l'Espagne, on connaît les joueurs qui composent cette équipe. On l'a vu contre l'Allemagne, contre l'Argentine.
Et on sait que c'est cette équipe qui va démarrer contre le Portugal. Je reviens à la notion. Cher se contredit, parce que Cher, la semaine dernière, je me souviens bien, avait dit que oui, c'était normal contre l'Ouzbékistan qu'on essaie. Bon, finalement, aujourd'hui, une semaine après... Non, je pense que écoute mon cher, je ne me contredis pas, mais contre la Bosnie, je m'attendais vraiment à l'équipe type vraiment du Sénégal. Mais la question qu'on doit se poser, c'est finalement, est-ce qu'Aliou Cissé a une équipe type? C'est ça, voilà. Moi, je pense que oui, c'est l'interrogation qui ressort. C'est normal que nous, qui sommes à l'extérieur de l'équipe, qu'on ait des craintes. Mais moi, je pense qu'Aliou Cissé, qui est avec son équipe depuis quand même plus de 3 ans, qui a qualifié l'équipe pour le mondial, je pense que franchement, il a une colonne vertébrale de son équipe. Nous, on a peur parce qu'on ne sait pas, mais lui, il sait. Moi, je suis convaincu. Mais équipe type, je ne sais pas, parce que moi aussi, en tant que technicien, je pense que je prends match par match et visionnant mes adversaires, chaque match, il y a des joueurs qui doivent le gagner, il y a des joueurs aussi qui doivent vraiment révolutionner le match. Donc dire que l'entraîneur, il doit avoir ça dans sa tête, une équipe type, je ne sais pas, mais de toute façon, une ossature, si une équipe, il faut avoir une ossature. Je sais que le Sénégal a une ossature. Aujourd'hui, le problème qui se pose sur le Sénégal, c'est beaucoup plus profond. Les autres équipes, les autres nations, ils ont une philosophie de jeu. Ils ont une base, des caractéristiques de joueurs qu'ils ont formés. Par exemple, on en revient par exemple aux binationaux. Si tu prends les binationaux allemands, ce sont des joueurs qui sont turcs, certes, mais qui sont nés en Allemagne, qui ont été à l'école allemande, qui ont été moulés dans le football allemand et là qui jouent avec l'Allemagne. Si tu prends par exemple les binationaux français, ce sont des gens, certes des Sénégalais entre guillemets, mais ils sont nés en Espagne, ils ont été à l'école française, ils ont étudié le football français, ils jouent dans l'équipe nationale française. Qu'est-ce qui se passe nous avec nos binationaux? Ce sont des produits d'autres nations. Et on les agence avec les produits que nous avons. Et pour que ça prenne mayonnaise, c'est très difficile. Le football sénégalais est beaucoup plus profond qu'on le pense. Le coach, il se débat, il se décarcasse pour faire une équipe. Et je pense que le problème qu'on a dans ce football sénégalais, c'est beaucoup plus profond comme le voient les gens. Nationale. Et en plus, encore une autre interrogation dans cette équipe nationale du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, après ces 2 matchs, que c'est, comment il s'appelle encore, Armand Traoré, qui sera l'arrière-gauche du Sénégal? Pour ça, j'ai une petite information, parce que justement, hier, on a aperçu Aliou Cissé du côté de la Méno. Donc, il était parti à Strasbourg donc, pour visionner Abdallah Ndour. Vous savez, Abdallah Ndour qu'il avait d'ailleurs appelé lui-même en 2016. Donc, il est parti le voir. Malheureusement, Abdallah Ndour a été expulsé en seconde période. Mais clairement, Aliou Cissé est parti voir un joueur du côté gauche. Donc ça veut dire que son problème n'est pas encore résolu. C'est un problème. C'est un problème, oui. Mais moi, de toute façon, d'après les 2 matchs, j'ai vu Armand, je ne dis pas trop satisfaisant, mais je dis qu'il a montré des éléments techniques, des principes individuels défensifs qui te permettent de dire que ça, il peut être un latéral gauche. Un piston, non, dans un système 1-3-5-2, parce qu'on a vu, il a beaucoup de problèmes sur ce côté. S'il aurait les couvertures de Djilabodi, on aurait pris beaucoup de buts. Je pense que, pour en revenir au jour aussi, pour le premier match, on a vu un joueur, par exemple, comme Santi. Et je le dis et je le répète, j'ai vu un joueur techniquement bon. Tactiquement, il faut le voir dans d'autres matchs. Et j'attendais contre Bosnie qu'Aliou Cissé le mette dans, comme je dis, la notion de répétition, qu'il le mette pour que les gens vraiment puissent apprécier tactiquement qu'est-ce que ça vaut ce jour, qui est techniquement bon. Tout à fait. Merci, cher. Nous allons évoluer dans cette émission et parler également d'une bonne nouvelle pour le sport sénégalais, le football sénégalais, le choix de ce trio arbitral sénégalais donc à la Coupe du Monde, bien sûr, composé de Malang Diédhiou et de ses assistants Djibril Kamara et Malik Samba, donc le trio qui officiera en Russie, un trio arbitral qui fait partie des 36 arbitres et 63 arbitres assistants sélectionnés par le comité arbitral de la FIFA. Donc 46 pays seront représentés à travers ces arbitres désignés pour la Coupe du Monde. Et en Afrique, 6 centraux ont été retenus, notamment parmi lesquels un Algérien, le Sénégalais évidemment Malang Diédhiou, le Gambien
Pape Bakary Gassama, l'Égyptien Jed Griza, le Zambien Jani Sikaswe et l'Éthiopien Tessema Weyesa Bamlak. Mais le Sénégal est le seul pays à avoir cet honneur ici sur le continent d'avoir un trio donc arbitral. Je ne sais pas si Seyni a envie de réagir. Ce sont des gens que vous fréquentez régulièrement en plus dans le giron du football local. Bah, oui, ça veut dire que l'arbitrage sénégalais se porte bien. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas représentés. Un grand pays comme la France, vous voyez, tous les week-ends, il y a des litiges, il y a beaucoup de problèmes. Et là, on voit un trio sénégalais, c'est de la fierté. Les coachs se plaignent souvent des arbitres chers, mais j'imagine que, bon, Malang, vous le voyez de temps en temps, c'est quelque chose quand même qui est très positif pour notre football. Oui, ouais, très positif. C'est aussi le fruit du travail et de la constance. Tout le monde sait que Malang, depuis des années, c'est un arbitre constant sur les joutes internationaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on le choisit, c'est par mérite. Hein. Je pense qu'il a mérité son choix. Bien que je le dis, hein, nous, comme entraîneurs, on chamaille toujours avec les arbitres, mais souvent, je le dis, hein, les arbitres sont des êtres humains comme nous et qui sont passibles vraiment de faire des erreurs. Et quand ils font des erreurs, c'est à nous vraiment de l'accepter. Parce que nous, par exemple, moi, je prépare durant une semaine un match de football et je fais des erreurs. Et tu vois, un arbitre, par exemple, qui quitte Thiès vendredi pour aller arbitrer à Ziguinchor, donc c'est normal qu'ils puissent faire des erreurs. Donc ce sont des êtres humains qui sont passibles d'erreurs, parfois il faut les pardonner. Tout à fait. En tout cas, félicitations à ce trio arbitral et on espère les recevoir, pourquoi pas, bientôt sur ce plateau de sport à la une. Alors, Seyni Ndir, on va parler de foot féminin avec donc, le premier tour des éliminatoires de la CAN 2018, l'équipe nationale qui affronte donc l'Algérie. La première manche se joue mercredi prochain au stade Alassane Digo. J'imagine que votre équipe est bien sûr en regroupement, mais il y a eu 2 matchs amicaux contre le Maroc. Quel enseignement avez-vous tiré de ces 2 rencontres amicales? Lors de ces 2 rencontres amicales, il y a eu beaucoup d'informations par rapport à nos joueuses. On a beaucoup travaillé sur le plan tactique et lors de ces 2 matchs, on a essayé de les appliquer. Ça nous a permis de savoir quel secteur on maîtrisait et qu'on ne maîtrisait pas. Et après, on a pu améliorer tout au long de ces jours-ci. Et on espère être prêt le jour J, le 4 avril, lors du match contre l'Algérie. Que savez-vous de votre adversaire, l'Algérie? Bon, moi, personnellement, j'ai joué contre l'Algérie en 2006. Donc, ça fait quand même un peu longtemps. On connaît bien l'adversaire. On a eu à jouer contre l'Algérie 4 fois. Les 2 fois on a joué ici à Dakar, on les avait gagnés, c'était un match amicaux. Et en 2012, on était parti là-bas pour des matchs amicaux aussi. Ils nous ont gagné un match, on a gagné l'autre match. Donc on se connaît bien. Donc pour l'instant, dans l'équipe actuelle, on ne connaît pas très bien. Tout à fait. Mais bon. On sait que c'est une équipe qui verra aussi des professionnels. Ils ont, je pense, 4 professionnels, dont 2 évoluent en France. En tout cas, il y en a certaines qui évoluent en France, d'autres au Canada. Et votre groupe à vous, est-ce qu'il a été renforcé? Oui, nous, on a été renforcés par 3 filles, 2 qui nous viennent de la France et une qui nous vient du Maroc. Donc, on a aussi des professionnels. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, le coach a fait appel à ces 3-là. On espère qu'elles vont nous apporter beaucoup pour le match de mercredi. Déjà, quand Mme Fatou parlait de l'Algérie, est-ce que c'est une équipe cotée sur le plan continental? Parce qu'on connaît les ogres, c'est le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud. À quel niveau se situe vraiment le foot féminin algérien? Bon, vous savez, en Afrique, il y a 2 zones. Une zone 1 où il y a vraiment les ténors tels que le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud et le Ghana et autres. Et une seconde zone où tu vas trouver le Sénégal, le Maroc ou encore l'Algérie. On est dans la même zone, peut-être à des niveaux différents. À des niveaux différents. Donc ça veut dire que l'Algérie ne partira pas favori? Non, moi je dirais pas non. Je dirais non parce que bon, moi je suis le Sénégal, je peux gagner. Non mais si tu rencontres le Cameroun, forcément tu n'es pas favori. On a joué contre le Cameroun, on n'était pas favori, on a fait match nul ici, on a perdu difficilement là-bas au Cameroun. Donc je pense que quand même au niveau du Sénégal, on a beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'avancées. Après, il reste en fait, comme le dit le coach, il faut répéter, encore répéter.
au bout, ça va arriver. Ça va arriver. C'est sûr que ce ne sera pas un match facile. Si on regarde le classement mondial, nous, on est 79e mondial et l'Algérie est 127e. Donc vous voyez un peu l'écart que ça fait. Je pense qu'il y a quand même, le titre de favori doit être collé à l'équipe du Sénégal. Voilà. C'est sur le papier. Et si on regarde sur le plan africain, nous on est 9e et elles sont 18e. Donc là, quand même, on est un peu devant. Mais ça reste à être prouvé sur le terrain. Alors, Seyni, en plus de ces 2 matchs amicaux que vous avez eu à jouer, vous avez participé aussi au tournoi de l'UFOA. C'était à Abidjan, je pense, bon, même si vous avez été éliminé dès le premier tour. Il y a eu un match, je pense, contre le Mali, contre le Togo et contre le Nigeria. Aujourd'hui, quand même, on peut penser que cette équipe nationale, elle est en jambes. Vous avez suffisamment compétit pour avoir des repères par rapport à cette première manche. Franchement, moi, j'ai 8 ans en équipe nationale, mais je pense que la fédération n'a jamais autant investi pour vraiment en fait, aider l'équipe à se qualifier. Parce que depuis le mois de janvier, quand même, il faut le souligner, nous sommes en regroupement. Tous les week-ends, les filles rentrent dans leur club, jouer et revenir. Donc franchement, là, on est à notre 3e mois. Donc on a joué un tournoi où on a fait 3 matchs, où on a beaucoup appris aussi. Et après ces 3 matchs, on a rectifié encore. Donc depuis le début, on rectifie. J'espère qu'on aura la bonne formule le jour du match. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire Vous avez des pertes de mémoire, c'est l'âge. Là, c'est clair, la question est complètement partie. Et justement, je voudrais savoir, il nous reste combien de tours pour se qualifier à la CAN? Est-ce qu'il y a encore un autre tour ou 2 à jouer éventuellement pour se qualifier? C'est juste 2 tours. En fait, le premier tour, là, c'est le premier tour. Après, il y a un second tour. Nous, si on sort de ce match, on va rencontrer le match Libye-Éthiopie. Vainqueur du match Libye-Éthiopie. Voilà. Bon, là aussi, je pense que la qualification est jouable, vraiment. Mais il faut le prouver sur le terrain. Tout à fait. Alors aujourd'hui, quel appel allez-vous lancer? Vous allez jouer quand même le jour de l'indépendance. Ça veut dire que c'est très symbolique, mais il faudra quand même réussir à mobiliser le public et ça, c'est pas non plus gagné d'avance. Oui, c'est pas gagné d'avance. On fait appel à tout le monde que le match c'est le 4 à 17h au stade Alassane Djigo qu'il faudra venir supporter nos sœurs. Elles en ont besoin et là il y a une qualification au bout et c'est important. Donc on fait appel à tout le monde et on espère que tout le peuple viendra. Le match retour est prévu le 10. Le 10. Donc dans la foulée, vous partez à Alger. Oui. D'accord, très bien. Bon, bonne chance. De toute façon, on aura l'occasion de parler du travail aussi abattu par Seyni, parce que récemment, avec le changement, avec le dernier mandat, vous êtes nouvellement à la tête de la commission du foot féminin. Donc il faudra que de temps en temps, qu'on se tienne aussi au courant des activités, en tout cas de ce qui se fait sur ce foot féminin. Mais bonne chance pour ce match déjà. Merci beaucoup. Alors, sans transition, on va parler de Ligue 1, cher Tidiane, avec la 19e journée. Oui, avec la mauvaise opération qui est à mettre au compte de Génération Foot, qui a perdu ce samedi dans le temps additionnel face au Casa Sport. Un résultat qui fait plaisir à notre ami Cherguet, qui est là en but marqué sur coup franc par le milieu de terrain du Casa Faustin à Senghor. Une victoire qui permet donc au Casa Sport de rester dans une dynamique de victoire, puisque la semaine dernière, déjà, l'équipe de Ziguinchor avait battu l'US Ouakam sur le score de 4-0. Nous allons écouter les réactions de Vieux Perrin, entraîneur de Génération Foot, forcément déçu, et Athanas Tandeng, l'entraîneur du Casa Sport, beaucoup plus heureux au micro de nos confrères du groupe Média Sud. Le problème que nous avons rencontré, c'est surtout au niveau du jeu entre les lignes. Je crois que nos 2 milieux défensifs, au moment de la sortie de balle, collaient trop à la défense, ce qui fait qu'on avait trop de joueurs pour la sortie de balle et moins de solutions dans l'entrejeu. Donc on a essayé de rectifier en les demandant de monter un peu et pour permettre aux adversaires de décrocher vers nos défenseurs et ils pourront maintenant exploiter les failles laissées derrière pour pouvoir sortir le ballon. Déjà,
déjà, nous sommes dépositaires d'un mauvais bilan de la phase aller et que nous devons quand même réagir autrement et prouver aussi que c'est vrai qu'on a fait un faux pas, mais quand même on a une équipe du niveau quand même de ce qui se fait le plus haut de ce championnat. Aujourd'hui, cette équipe de Génération Foot, depuis 2 ans, mène le bal devant tout le monde, une équipe africaine. Je crois que leur donner une telle riposte a fait comprendre aussi qu'on avait ce niveau et qu'il fallait juste savoir être comme ça pour pouvoir jouer les premiers rôles. On a été équilibré, même si on n'avait pas le ballon, on n'a pas concédé grand-chose. Et la deuxième mi-temps était largement de notre côté avec 5 situations de but. On a concédé une occasion en tout début de deuxième mi-temps et puis sur une grosse erreur aussi, notre gardien a fait un arrêt. C'est le seul arrêt du match qu'il a fait d'ailleurs. Et puis voilà, la 94e, on a fait une faute de gamin, quoi. Vraiment une balle qu'on doit mettre en tribune. Et on concède un coup franc et après le mur s'effrite, donc ça fait 3 erreurs sur le même but. On a dominé physiquement toute la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, on était beaucoup plus fort physiquement que l'adversaire, ils n'arrivaient plus à nous suivre, donc c'est pas du tout un problème physique, c'est une erreur. Ce qui arrive dans le football, c'est-à-dire que si vous ne marquez pas de but, on a 5 situations de but aujourd'hui pour marquer le premier but. Je leur avais dit que ça se finirait pas soit 0-0, soit 1-0, d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'était pas de notre côté. Voilà, donc Casa Génération Foot, une 3e défaite quand même de Génération Foot dans ce championnat qui fait les affaires de Chergué et du Giraffe aussi qui s'est imposé aujourd'hui. Alors, un seul point vous sépare, donc, de Génération Foot, cela promet une belle saison. Ne nous sortez pas la formule, notre objectif c'est le maintien, s'il vous plaît. D'accord. Alors, dites-nous. Ça promet une belle fin de saison, une belle empoignade entre vos deux clubs. Non, bien sûr, comme l'année passée, j'étais à Guédiawaye Football Club et je pense que c'était comme ça aussi. Vraiment, c'est Guédiawaye Football Club l'année passée, c'était l'équipe vraiment qui avait tenu un peu les cordes à la Génération Foot. Cette année, par coïncidence, c'est la Sonacos et par coïncidence, j'entraînais Guédiawaye Football Club et cette année, j'entraîne la Sonacos. Cela ne veut pas dire que je suis extraordinaire ou bien à chaque fois que j'amène des choses extraordinaires là où je vais. Je pense que nous sommes dans un championnat, rien n'est encore joué. Aujourd'hui, on est derrière Génération Foot. On peut demain ou après-demain ne pas être derrière. Je pense que je le dis souvent, c'est très flattant d'être une équipe de Ligue 2, venir en Ligue 2, une équipe promise et être derrière Génération Foot. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est un club qui fait quelque chose d'extraordinaire dans le football sénégalais, pour ne pas dire africain. Je pense qu'aujourd'hui, les installations qu'ils ont, les techniciens qu'ils ont, le travail qu'ils sont en train d'abattre, je pense qu'ils peuvent rester 5 ans, 6 ans champions du Sénégal. Cela ne veut pas dire que nous sommes des compétiteurs. On nous a mis dans de très bonnes conditions, bien qu'au début, l'objectif avec la Sonacos, c'était le maintien. Ouais. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous l'avez assuré ou bien mathématiquement, c'est pas mathématiquement, c'est peut-être ça nous manque un seul point. Mais comme j'ai souvent l'habitude de le dire, quand quelqu'un part en examen, l'essentiel, c'est pas seulement de réussir à l'examen, mais de réussir avec une mention très bien. Très bien, ça c'est une bonne philosophie à inculquer aux enfants et aux élèves. L'objectif, c'était le maintien. Je pense que si on se maintient avec une place dans le tableau d'en haut, ça sera aussi très satisfaisant. Et je le répète, je vais en examen. Je réussis. Si je réussis avec une mention très bien, tant mieux. Je suis dernière génération. Alors, à l'aller, vous les aviez battus 1-0. Le match retour est déjà bien coché. 2-1. Ouais. C'est bien le match retour. Le match retour, c'est dans 3 semaines, je pense. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, donc ça veut dire qu'ils seront. Ce sera après leur match face à Berkane. À Berkane, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un coup à jouer parce qu'après l'Afrique, souvent c'est difficile et c'est ce qui se voit. Mais je ne dis pas un coup à jouer. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des compétiteurs. Moi, je suis un compétiteur. Bien que je suis un jeune coach qui apprend ses métiers. Mais je dis que tout s'obtient à base de travail et de constance. Et je pense que bien que l'équipe de la Sonacos aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'équipe de la Sonacos est dans les dispositions pour gagner ce championnat, parce que tout le monde sait que nous recevons en dehors de nos bases. C'est l'occasion aussi de remercier toute la population kaolackoise parce qu'ils nous ont bien reçus. Mais si une équipe reçoit déjà tous ses matchs à l'extérieur et une équipe en plus de cela qui vient de la Ligue 2, je pense que cette équipe n'est pas dans les dispositions de prendre le championnat. Mais comme je l'ai dit,
cette équipe peut faire un coup éventuellement. Bien sûr, comme les équipes, certaines promis l'ont fait tout dernièrement ici au Sénégal, on peut faire un coup, mais dans notre tête, on ne se met pas la pression, je ne me mets pas la pression, je ne mets pas la pression au staff, je ne mets pas la pression aussi aux joueurs, on prend match par match, une fois le maintien assuré, on saura ce qu'on va faire. Génération Foot a un point d'avance, je pense, mais aussi un match en moins contre Diarra. Et justement, est-ce que ce calendrier qui n'est pas mis à jour quelque part ne vous perturbe pas, et aussi l'issue de ce championnat, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore réglés? Non, mais bien sûr. Moi, de toute façon, aujourd'hui, je le dis en toute responsabilité aujourd'hui, parce que je suis sénégalais, et quand il y a un problème au Sénégal, je pense que chaque citoyen a le droit vraiment d'opiner. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un championnat. Regarde, par exemple, la semaine prochaine, je joue contre Wakam. Comment se fait-il que dans un championnat, une équipe joue match aller-retour au moment où Wakam traîne des matchs aller? Ça peut fausser le championnat presque. Il peut y avoir des calculs. Et je pense que c'est pas, il faut le dire, c'est pas bon pour un championnat. Je le dis et je le répète, la Sonacos va jouer contre Wakam la semaine prochaine. Un match retour de ce championnat. Au même moment, cette équipe du Wakam traîne des matchs aller. Mais en quoi ça peut être dérangeant pour vous? Je ne dis pas pour moi peut-être tout seulement, mais pour toutes les équipes. Pour vous, c'est pour le club, évidemment. En quoi c'est handicapant? Imaginez-vous par exemple que Wakam, à 3 ou 4 journées, sait qu'il va descendre en Ligue 2. Je ne les souhaite pas ça. Et ils se disent que pourquoi aller jouer ce match? Je déclare forfait pour ce match. Si c'est un match, je déclare forfait. Et on est tous handicapés. Okay. Je dis la même chose pour les matchs de Génération Foot. Aujourd'hui, Génération Foot a un match de retard. Le 7, il va encore jouer, peut-être commencer encore la Coupe d'Afrique. Il aura encore des matchs de retard. Et ce n'est pas du tout bénéfique pour les équipes qui sont en bas. Parce que là, peut-être tu peux dire que moi, je suis à 1 point de Génération Foot, mais Génération Foot a 4 matchs de retard ou 3 matchs de retard. Ça fausse tout. Et pour un compétiteur, je pense qu'il faut aller à chance égale. Mais dans tous les cas et dans tous les pays aussi, les équipes qui jouent aussi des compétitions africaines ou continentales se voient quand même décaler leurs matchs. Du coup, peut-être c'est la durée. Parce que par exemple, là, Monaco a joué samedi en Coupe de la Ligue. Là, demain, il rejoue, je pense, contre Rennes ou mercredi. Donc, c'est un décalage de 4 jours. C'est peut-être ça que vous avez envie de dire, qu'il y ait un mois de décalage. Non, très normal. Mais si, par exemple, il y a une équipe qui a 3 matchs de retard ou 4 matchs de retard, après, ça devient grave. Je pense un match ou 2 matchs, on peut comprendre. Mais si ça dépasse 2-3 matchs, après, ça fausse tout. Je pense que nous sommes dans une compétition où les points sont très chers. Je pense qu'il faut que les gens, que toutes les équipes, tous les clubs partent à chance égale. Et partir à chance égale, c'est de faire de telle sorte que qu'on joue les matchs de retard et qu'on continue ce qu'on doit faire. Mais je sais pas, le plus important dans cette histoire même, je pense que c'est le plus grave même, c'est l'issue du championnat. Ce championnat, est-ce qu'il ira à terme? Parce que quand même, il y a des matchs, il y a cette histoire entre Wakam et Mbour qui n'est pas encore résolue. Il y a Wakam qui doit jouer les clubs de Mbour et ça ne s'est pas encore fait. Est-ce que tout cela aussi vous met à l'aise? Moi, de toute façon, j'ai confiance à ceux qui dirigent ce football. Là, je dis, aujourd'hui ou demain, je dors à Mbour. Je sais ce qui s'est passé. Je pense que c'est dur pour la population mbouroise comme la population de Wakam. Je pense que c'est une histoire qui s'est passée. Je pense que les gens sont en train vraiment de raccourcir la distance qu'il y avait entre ces deux villes. Et je pense qu'ils auront gain de cause et les matchs seront joués. Je pense aujourd'hui, et c'est un appel que je fais, je pense que les dirigeants qui dirigent ce football, ils ont assez les compétences pour vraiment pouvoir terminer, de faire de telle sorte que le championnat se terminera en terme. Alors, on va regarder quand même les chiffres par rapport à la Sonacos pour ceux qui n'auraient pas idée de ce qui est en train quand même de faire cette équipe qui, faut-il le rappeler, vient de la Ligue 2 et montée cette année. Alors, vous découvrez en même temps que nous 5 matchs nuls, seulement 2 défaites et 10 victoires. La sauce a assez rapidement pris cher. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il explique? Le travail du coach, la qualité des joueurs, comment ça se fait que la sauce est prise aussi rapidement? Oui, permettez-moi de faire un petit rectificatif. Je pense que sur ces matchs, c'est 9 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Je pense que aussi c'est flattant. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est le travail du coach. Je pense que dans un club, c'est comme une chaîne. Et si toutes les chaînes fonctionnent, tous les maillons de la chaîne fonctionnent, ça fonctionne. Je pense que le football va très vite. Aujourd'hui, les mêmes résultats qu'on a aujourd'hui, demain, ça peut tourner aussi dans le sens contraire, ce qu'on ne souhaite pas. Mais aujourd'hui, je peux dire que l'équipe a été
a été mis dans de très bonnes conditions. Donc, c'est l'occasion de remercier le directeur général, remercier aussi le président de la Sonacos qui, nuit et jour, essaie de mettre les conditions au jour et au staff. Sur le plan de l'effectif, je pense que c'est une équipe en reconstruction. C'est pourquoi j'avais dit tantôt que la Sonacos n'est pas dans une dynamique de gagner un championnat parce que c'est une équipe qui est en reconstruction. Parce que je suis arrivé avec, j'ai rencontré des anciens qui continuent de faire très bien le travail aussi. J'ai amené des jeunes de 18 ans, de 19 ans. Et les anciens, ils sont en train d'aider les jeunes. Comme j'ai l'habitude de dire toujours aux jeunes, je le dis souvent, les jeunes qui sont venus cette année, ce n'est pas le moment de faire la concurrence aux anciens, mais d'apprendre derrière eux, de les faire une référence. Et je pense que ce qu'ils ont compris, les anciens et les jeunes, et le travail aussi, parce qu'on se lève tous les jours à 7 h du matin pour s'entraîner, et je mets les jalons, ils l'ont accepté, et je pense que c'est le fruit d'un travail et aussi des conditions de travail dans lesquelles nous sommes. J'entends souvent le doyen Abdoulaye Diop dire qu'il n'y a pas pratiquement de différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 sénégalaise. Vous qui avez pris cette équipe, bon, qui était elle a été championne de Ligue 2, deuxième. Est-ce que quand même, au début, vous avez senti que c'est une équipe qui a déjà le niveau pour rivaliser avec les équipes de première division? Je ne dirais pas si, je ne dirais pas que c'était une équipe qui avait tout de suite le niveau pour rivaliser avec les autres équipes. Mais dès le début, j'avais senti qu'il y avait des jalons qui ont été mis par l'actuel entraîneur de Pikine, Djibi Fall. Il faut le reconnaître parce que le travail de ton collègue, s'il est bon, il faut le reconnaître. Djibi a fait un très bon travail. Et quand je suis venu aussi, je me suis dit qu'il y a une base de travail qui a été faite. Donc, ne pas changer beaucoup de choses, ne pas inventer trop de choses. L'essentiel est d'avoir une continuité. Ce que dit, par exemple, le doyen Abdoulaye Diop, qu'il n'y a pas une différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Je pense que, vous savez aussi au Sénégal, j'ai l'habitude de le dire à mes jours, il n'y a pas une différence entre le joueur sénégalais. Par exemple, si je note un joueur sénégalais le plus bon dans notre championnat, je lui donnerai par exemple un 9 sur 10. Et par exemple, je ne dirais pas le plus mauvais, mais le moins bon, je lui noterai un 7 sur 10. Donc pour voir qu'il n'y a pas une différence sur le plan technique entre les joueurs, la différence se fera sûrement sur le travail tactique. Et les équipes, il y a la différence. Si tu vas au stade, c'est sur le plan tactique. Moi par exemple, je donne un exemple tout court. L'autre jour, je joue avec l'Union sportive, je joue avec l'AS Douane. Et je savais que la Douane, c'est une équipe très réputée, une équipe qui joue très bien le ballon. Et moi, l'idée, c'était de ne pas avoir un mauvais résultat à Dakar. Donc, j'ai dit à mes gosses, essayons de laisser le ballon à la Douane et d'exploiter les failles qu'ils auront à faire. Et c'est ce qu'on a fait pour gagner la Douane. Alors, très rapidement, cher, pour terminer sur cette thématique, la mouvance quand même des jeunes coachs, vous en êtes un exemple. Il y a également Youssouf Dabo qui est au niveau du Stade de Mbourg. Il y a un petit frémissement, même si parfois nous également en tant que journalistes, on critique les coachs parce que on leur reproche d'être souvent, entre guillemets, critiques vis-à-vis de l'équipe nationale, mais quand on leur donne une équipe sur le terrain, ils ne sont pas capables non plus de la mener au meilleur résultat. Est-ce que vous sentez qu'il y a un vent nouveau qui est en train de souffler sur le football sénégalais avec des jeunes comme vous, des jeunes coachs comme vous dites? Moi, je suis un apprenti coach, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais je sais que j'ai une formation assez solide au niveau de l'Espagne, où j'ai passé presque 10 ans, et ce que je suis en train de faire, c'est d'appliquer ce que j'ai appris en Espagne, ici au Sénégal, et Dieu merci, les résultats suivent depuis l'année passée. Je ne sais pas ce que demain se fera, mais je sais que j'ai une bonne formation. Comme vous l'avez cité tout de suite aussi, Youssou Dabo, c'est quelqu'un qui a été formé en Europe, donc c'est que veut dire que la formation est très importante ici au Sénégal et je pense qu'il est aujourd'hui temps pour que nous aussi au niveau du Sénégal qu'on revoie notre système de formation parce que moi je le dis tout souvent, c'est pas pour ça que je minimise la formation de ceux qui sont au Sénégal ou bien de ceux qui sont à l'extérieur, mais vous voyez quand quelqu'un il fait un premier degré sur 9 mois système académique de juin, du mois de septembre jusqu'au mois de juin, je pense que ce diplôme sera bel et bien différent de quelqu'un qui a fait un diplôme en 15 jours. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on revoie notre système de formation et qu'on essaie de former nos entraîneurs pour le bien du football sénégalais. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai des résultats que je peux dire que je suis un bon coach, je ne connais rien du tout. Je me bonifie de ce que je sais et aussi des anciens qui sont là aussi. Alors, Seyni, un peu sur cette formation technique, qu'est-ce que vous en pensez, notamment sur le foot féminin, mais de manière générale, le football sénégalais en général, est-ce qu'on a besoin de plus de formation et d'une formation de qualité? Forcément, la formation, elle est primordiale à tous les niveaux, que ce soit au niveau du football féminin ou encore chez les hommes.
c'est important d'avoir la formation à tous les niveaux, pas que au niveau des entraîneurs, mais moi je dirais c'est partout, au niveau de l'administration, de tout ce qui englobe le football. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est une entreprise. Une entreprise, pour la gérer, il faut avoir des compétences. Quand on n'a pas de compétences, on ne peut pas diriger. C'est ça, en fait. Et la formation, c'est la base. Alors, mais vous êtes plus dans l'administratif. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais voulu continuer sur le terrain? Non, moi, en fait, j'ai joué pendant 8 ans. Après, j'avais l'opportunité de faire une formation dans le domaine du management du sport. Je suis partie, je l'ai fait. Je suis revenue. Je n'ai pas toujours mes jambes de 20 ans. Je joue juste pour le plaisir, les dimanches. Après, je préfère être plus derrière l'équipe pour aider parce que c'est une passion que j'ai qui est en moi depuis toute jeune. Le banc nous a jamais attiré. Le coach Bassouari Gabi a tout fait pour que je sois coach. J'ai fait mon diplôme d'initiateur à Saint-Louis où j'étais sortie major. Donc j'avais vraiment l'envie. Mais après, le cœur a balancé et j'ai choisi d'être administrative. Voilà. Alors, on va donner quand même les résultats au complet de cette... que 2 résultats. Bon, j'en ai d'autres, donc voilà, on fera... Donc, le Casa Sport, Génération Foot. Match nul, victoire 1-0 des Casacé et Ndiambour qui s'impose devant Uzo 2-0. Et le Giraffe qui bat donc Mbour Petite Côte 3-1. Le Giraffe également qui remonte, qui titille Sonacos donc avec 32 points. Et puis donc Linguère Diambar 0-0. Le Stade de Mbour qui perd devant Dakar Sacré-Cœur 1-4 donc. Et puis Guédiawaye Foot Pro qui s'incline également devant l'AS Douane 2-0. Donc au classement, je vous disais, Génération Foot qui est encore leader avec 33 points, mais un point d'avance sur le Giraffe qui au goal average devance la Sonacos 32 points. Et donc la Sonacos qui ferme donc la 3e marche du podium en bas de tableau. On retrouve toujours les mêmes qui avec leurs matchs en retard bien sûr ne peuvent pas forcément rattraper ceux qui sont devant. Donc GFC Pro 7 points et US Wakam 3 points moins 19 très rapidement. En Ligue 2, retenir également que l'AS Pikine et Ndarguet ont fait match nul 0-0. L'US Gorée a conforté sa 2e place en s'imposant devant Diamono de Fatick. Donc un succès acquis samedi, mais c'est très serré là également puisque Renaissance qui est 3e s'est imposé devant l'Etix 2-1. Port a été battu par Yego 2-0. Africa Promo Foot bat Cayor Foot 2-1 et le Duc donc s'impose devant l'Olympique de Ngor 1-0. Alors messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Messieurs, dames plutôt, on va vous quitter avec le foot européen, voilà. cher Tidiane. Voilà, avec ce premier trophée pour Paris Saint-Germain, vainqueur de l'AS Monaco en finale de la Coupe de la Ligue. En Liga, le Barça toujours invaincu, même si les Catalans ont frôlé la défaite à Séville. Sacre en Première Ligue, City est presque des Citizens vainqueurs d'Everton. Le titre lui tond les bras. Le Bayern de Munich de son côté a atomisé Dortmund 6-0. En Italie, la Juventus de Turin prend 4 points d'avance sur le Napoli après sa belle victoire 3-1 sur le Milan AC. Cher Sadibou Diarra, Mambiram Diouf. La Juventus en maîtresse en Italie et en Série A dans le derby d'Italie face au Milan AC. La vieille dame s'est imposée 3-1 lors de la 30e journée. Des réalisations de Dybala, Quadrado et Khedira contre celle de Bonucci. Une victoire pour le Large en tête du classement. Son dauphin Naples contraint au nul en but partout à Sassuolo est maintenant à 4 points. L'AS Roma tenu en échec aussi par Bologne, un but partout complète le podium. Comme la Juventus en Italie, le Bayern de Munich règne en maître en Allemagne, opposé au grand rival Borussia Dortmund dans le choc de la 28e journée de Bundesliga. L'ogre allemand a cartonné de succès 6-0 dont le triplé de Robert Lewandowski, devançant de 17 points son premier poursuivant Schalke 04. Ce dernier a battu Fribourg 2-0. En Angleterre, le leader Manchester City se rapproche de plus en plus du titre lors de la 32e journée de la Premier League. Les Citizens sont allés dominer Everton 3-1. Sané, Gabriel Jesus, Sterling sont les buteurs en 37e minute de jeu.
Leurs voisins de Manchester United s'accrochent à leur deuxième place en prenant le meilleur sur Swansea, 2-0 grâce à Lukaku et Alexis Sanchez. À 2 points des mancuniers de United, Liverpool, troisième, ne lâche pas encore l'affaire. Les Reds sont revenus de leur déplacement à Crystal Palace avec une victoire 2-1. Sadio Mané et Mohamed Salah ont fait la différence. Dans le choc de cette journée, Tottenham a surclassé Chelsea 3-1 à Stamford Bridge. Eriksen et Dele Alli, double buteur, en ont marqué des magnifiques. En France, le leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, qui ne jouait pas en championnat, a remporté son premier trophée de la saison, la Coupe de la Ligue, en laminant son dauphin Monaco en finale 3-0. En Espagne, le FC Barcelone l'a échappé belle lors de la 30e journée de la Liga, menée de 2 à 4 minutes de la finale de la rencontre par Séville. Les Barcelonais arrachent le nul 2 partout grâce à Luis Suarez et Lionel Messi. Atlético Madrid, deuxième au classement, s'est défait de Deportivo La Corogne sur le score d'1-0. Cette victoire porte la signature de Gamero. Le Real Madrid, qui complète le podium, continue sa marche en avant sans Ronaldo laissé au repos. Les Merengues ont écrasé Las Palmas 3-0 avec le doublé de Gareth Bale. Merci à Cher Sadi Boudiara et Mam Biram Diouf. Alors, avant de retrouver l'entretien exclusif accordé par Aliou Cissé à Mamadou Ndiaye et Mor Harma, je vous propose de faire une petite parenthèse en parlant de taekwondo. Là, c'est le Sénégal également qui gagne. Ababakar Sadir Soumaré, c'est le nouveau champion d'Afrique de taekwondo chez les moins de 80 kilos, en battant le champion olympique et champion du monde en titre, Cher Salah Cissé. Rien que ça, il a été la plus grande attraction des championnats d'Afrique qui se sont déroulés du 28 mars au 1er avril. Donc, c'était à Agadir, au Maroc. Le Sénégal classé deuxième dans ses joutes, Marianne Sivadio. Après 4 ans de disette alors continentale, le Sénégal s'est illustré aux championnats d'Afrique de taekwondo qui ont pris fin hier au Maroc. Le meilleur exploit de ces joutes a été sans doute réalisé par Ababakar Sadir Soumaré. Pour sa première participation à des championnats d'Afrique, ce dernier s'est emparé de l'or en battant chez les moins de 80 kilos le champion olympique et champion du monde en titre, l'Ivoirien Cher Salah Cissé. 3 autres médailles d'or et 3 en argent ont été décrochées en Poumsier, communément appelé Qatar. Chez les moins de 54 kilos, Moustapha Kama a décroché la médaille d'argent. Binta Diédhiou, championne d'Afrique en 2014, a obtenu une médaille de bronze, ainsi que El Mokhtar Diao chez les 63 kilos. Le Sénégal s'est classé deuxième dans les championnats d'Afrique de taekwondo avec une moisson de 10 médailles, dont 4 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Le Sénégal a également obtenu un titre de deuxième meilleur coach en Poumsé avec Maître Bamba Mbaye. Les Lions du taekwondo, qui sont attendus à Dakar ce lundi, feront face à la presse le 6 avril prochain. Ababakar Sadir Soumaré, quelle performance, hein, battre le champion, le récent champion olympique ivoirien, fallait le faire. Voilà, le genre de performance, en tout cas de sportifs sur lesquels il faut absolument investir pour peut-être d'ici 2020 espérer être sur un podium olympique. Alors, chose promise, chose due. Et pour terminer ce numéro de SAU, cet entretien avec Aliou Cissé, 3 ans de présence à la tête de l'équipe nationale. Le coach fait le point, son groupe, ses résultats, ses références, ses ambitions, avec Mamadou Ndiaye et Mor Harma. C'est parti. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis là dans l'intimité du sélectionneur national, on peut dire. Oui, Aliou Cissé nous invite dans sa chambre d'hôtel, ici au Havre. Coach, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au Havre, tout a commencé ici. Est-ce qu'il y a 3 ans, le Sénégal, vous venez de diriger l'équipe nationale du Sénégal, on se rappelle, 2015, mars 2015. Vous avez joué votre premier match ici au Havre, c'était contre le Ghana, 2-1. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Bah, écoutez, de grands souvenirs et puis surtout en longue traversée, des hauts, des bas, des hauts et puis des bas très bas. Mais bon, à l'arrivée, je pense que les objectifs ont été atteints. Et voilà, c'était qualifier l'équipe du Sénégal à la CAN 2017. C'était sortir du premier tour, les quarts de finale, où le Sénégal était resté quand même pratiquement depuis plus de 13 ans. Et puis qualifier l'équipe à la Coupe du Monde alors que le Sénégal était resté plus de 17 ans sans y être. Donc c'est vrai que je pense que le boulot a été plutôt bien fait.
féliciter les joueurs, féliciter mon encadrement. Voilà, le Havre, vous êtes revenu pour une deuxième fois, mais sur un autre contexte, on peut dire, parce que vous êtes revenu ici pour une préparation pour une Coupe du Monde. Après quelques mois de la Coupe du Monde, il y a une attente. Qu'est-ce que cela vous fait? La sérénité, je crois que on a toujours travaillé dans la sérénité, on a toujours cru en nous, on a toujours pensé qu'on avait les qualités, on avait le vécu, on avait l'expérience pour amener cette équipe du Sénégal à la Coupe du Monde un jour et on était capable aujourd'hui de relever les défis qui se présentaient devant nous. Donc c'est vrai que quand on était là en 2015, il ne faut pas oublier que l'héritage qu'on m'a laissé, c'était difficile. Voilà, donc cette équipe nationale était vraiment au bord du précipice, c'est ça la réalité, il faut le dire. Aujourd'hui, je pense que 3 ans après, je peux en parler. Voilà. Mais donc, j'ai rencontré vraiment des garçons sur le plan mental très, très fragiles. Donc, on a pu les motiver, on a pu leur donner cette envie-là de revenir en équipe nationale. Maintenant, comme je dis, il y avait des ruptures qu'il fallait aussi apporter au sein de cette équipe nationale. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, faire comprendre que l'équipe nationale, c'est important. Voilà, que pour un joueur de football, il n'y a qu'une seule équipe nationale. Vous pouvez avoir beaucoup de clubs, changer énormément de clubs, mais il n'y a qu'une seule équipe nationale. Et je crois que les garçons qui étaient dans cet état d'esprit-là ont adhéré, et puis bon, d'autres n'ont pas adhéré. Comme je dis, il n'y a pas eu de problème. Je crois que j'ai énormément de respect pour les joueurs. Ceux qui ont voulu venir avec nous sont venus avec nous, mais à une condition, c'est de respecter une façon de fonctionner au sein de la tanière. Donc c'est vrai qu'au départ, ça a été un petit peu compliqué. Je crois qu'au fur et à mesure que les années ont passé, au fur et à mesure qu'on a joué des matchs, ils ont compris qu'il fallait suivre ce qu'on leur disait. Et vous avez réussi avec cette génération à décrocher la qualification pour la deuxième fois à une phase finale de Coupe du Monde, pour la deuxième fois pour vous, mais en tant que sélectionneur, c'est inédit aussi. Qu'est-ce que cela vous fait? C'est une fierté. C'est une fierté parce qu'effectivement, y être allé en tant que footballeur, en tant que capitaine, et 17 ans après, je crois, devoir y retourner encore en tant que sélectionneur, c'est pas donné à tout le monde. Mais je crois que c'est à force de travail, de détermination, d'abnégation, de beaucoup de choses, de force, et puis bon, aussi d'être bien entouré. Voilà, donc un staff, des amis, la famille, parce que je crois qu'aujourd'hui, le baromètre, c'est le peuple sénégalais. Et moi, depuis 3 ans, je sillonne le pays, d'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par le centre, et chaque fois que les gens me reconnaissent dehors, j'entends ce qu'ils me disent. Voilà, donc j'entends leurs prières, j'entends leur encouragement. Et d'ailleurs, je suis là pour eux parce qu'ils ont envie que cette équipe-là aille de l'avant. Donc chaque instant, chaque moment, j'essaye de transmettre ça aux joueurs. J'essaye aussi de faire en sorte que la confiance qu'ils ont en nous, qu'on ne les déçoit pas. Voilà, on parle là toujours de cette Coupe du Monde, le Sénégal dans le groupe H avec la Pologne, le Japon, la Colombie. Quel est votre jugement par rapport à ce groupe? Écoutez, quand on a eu la poule, beaucoup de gens ont sauté de joie, pensant qu'on est meilleur que la Pologne, qu'on est meilleur que la Colombie et le Japon. Moi, je suis pas d'avis. Je crois que j'ai beaucoup aimé. Un jour, je lisais la presse comme ça, et puis je suis tombé sur une interview d'Adidas. Voilà, j'en profite pour lui passer le bonjour. C'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup. J'ai eu à le connaître en France. Quand il était venu jouer avec son équipe à Charleville, on a eu à échanger, à discuter. Et puis j'aime beaucoup Moustapha Gueye aussi. Donc ce sont des entraîneurs, voilà, de basket. Parce que je me retrouve un petit peu dans leur discours, je me retrouve un petit peu dans leur connaissance et leur façon de manager. Et où il disait que il faut qu'on arrête de penser qu'on est meilleur que tout le monde. Voilà, et je crois que ça, c'est une grosse erreur. Donc, quand vous voyez aujourd'hui la Colombie qui vient de battre la France, qui est finaliste de dernier Euro, quand vous voyez la Colombie, c'est leur deuxième participation consécutive
à une Coupe du Monde. Cette génération, ça fait depuis 7-8 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils travaillent. Quand on voit aujourd'hui la Pologne qui fait partie des 10 plus grandes équipes du monde, avec Lewandowski, avec des joueurs qui jouent aussi dans de grands clubs, dans de grands championnats. On ne peut pas aller là-bas en pensant que c'est déjà acquis, c'est déjà fait. Maintenant, à côté de ça, je sais aussi qu'on a une équipe déterminée. Nous avons de très bons joueurs, des joueurs capables aujourd'hui de relever n'importe quel défi. Donc on va y aller, on va travailler dur comme ce qu'on a toujours fait pour en tout cas relever ces défis-là. Maintenant de là à dire que nous sommes les plus beaux, nous sommes les meilleurs, je crois que dans le football ça ne se passe pas comme ça. Voilà, coach, on va parler de vos joueurs. Que pensez-vous de la saison que réalisent actuellement vos cadres, on peut dire Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, etc. Tout d'abord, moi, je suis satisfait de l'ensemble des joueurs, pas seulement que Kalidou, pas seulement que Sadio, pas seulement que Idi ou mon capitaine Cheikhou. Je crois que cette année, pour West Ham, c'est très difficile. Ils sont en train de jouer le maintien. Everton, au début, ça a été très difficile. Ils ont viré leur entraîneur. Sadio Mané, avec Liverpool, ils sont quand même dans les 5 premiers, donc 6 premiers. Donc je pense que Liverpool peut faire mieux. Koulibaly, il est en tête aussi, mais il y a d'autres joueurs aussi. Mais les encourager, je crois que ce n'est pas évident. Mon souhait, ce serait de voir de plus en plus de joueurs sénégalais jouer dans les Big Four, dans les Big Five des championnats européens. Parce que je pense que ça, c'est ce qui fera qu'à un moment donné, le vécu qu'ils ont dans ces clubs-là, ils pourront l'apporter en équipe nationale. C'est vrai que la plupart de mes joueurs sont en Angleterre, mais quand vous voyez le classement dans les clubs où ils sont, c'est souvent compliqué. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, la plupart de ces clubs-là jouent quand même le maintien ou sont en difficulté dans ce championnat. Et je pense que ça, c'est un aspect qu'il faut prendre aussi en considération. Votre avis aussi sur les Sénégalais qui sont en Ligue 1 française, le cas d'Ismaïla Sarr et Diao Baldé Keita? Diao, c'est un très bon joueur. Voilà, c'est un garçon qui est pétri de talent, qui a encore une marge de progression, qui doit juste comprendre certaines choses. Il faut l'accompagner, je ne cesserai de le dire. Je pense que c'est un garçon, s'il écoute, il peut apporter énormément de satisfaction à l'équipe nationale et il peut faire une grande carrière. Mais vous savez, quand vous êtes jeune, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas toujours faciles autour de vous. Donc, comme je le dis, qu'il prend son temps, voilà, et que je suis sûr et certain d'ici quelques années, il sera dans un très 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 grand club. Ismaïla, c'est le présent et le futur de cette équipe nationale. Voilà, donc c'est un garçon qui est pétri aussi de talent, qui doit progresser aussi. Il y a encore sur certaines formes qu'il doit progresser. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans ou 3 ans, il était encore dans le championnat du Sénégal. Il a une marge de progression. Je connais son entraîneur, c'est Abril Amoussi, qui est un bon entraîneur. Je suis sûr et certain que Rennes peut lui servir vraiment de tremplin pour aller atteindre vraiment le sommet. Ok. Avez-vous des nouvelles, par exemple, de l'état physique de votre joueur, défenseur, Kara Mbodj? Oui, on s'est parlé juste après le match de l'Ouzbékistan, où il m'a envoyé un message pour me souhaiter de joyeux anniversaire. Je trouvais que c'était vraiment sympa de sa part, très gentil de sa part. Nous lui souhaitons vraiment une bonne santé, qu'il puisse revenir, car Kara est un cadre dans cette équipe nationale. Il a eu à faire ses preuves, mais comme je dis, les blessures, ça fait partie de la vie, ça fait partie du football. Donc je croise les doigts, j'espère vraiment qu'il va retrouver sa forme avant la Coupe du Monde, parce que le pays en a besoin, le Sénégal en a besoin. Je sais qu'il travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. Pour un entraîneur, c'est excellent d'avoir un joueur comme Kara Mbodj, parce qu'il a de la qualité athlétique, il est bon défenseur, techniquement il a une bonne technique, donc oui, tout entraîneur aimerait l'avoir à 100%. Voilà. Selon vous, coach, quelles sont les clés pour faire une bonne Coupe du Monde, comme vous avez eu l'expérience avec la génération de 2002?
L'organisation sera vraiment déterminante. L'anticipation aussi, je pense qu'il faut qu'on anticipe. Et c'est vrai que depuis 3 ans que je suis là, on a toujours anticipé dans la logistique, on a toujours anticipé dans l'organisation. Et la Coupe du Monde, il faut être super organisé. Vous n'êtes pas organisé, vous perdez de l'influx, vous perdez de la force et vous finissez par être irrité. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on arrive à nous retrouver rapidement en stage, que les 23 tous soient en bonne santé, on peut vraiment bien travailler pour vraiment préparer notre premier match contre la Pologne et pour mieux rentrer dans cette compétition. Quel est votre modèle chez les entraîneurs, le modèle de Cissé? Modèle, je prends un petit peu de tout le monde en réalité, parce que le football est vaste. Voilà, on peut progresser à chaque âge. Je crois que le danger, c'est de stagner dans ce métier-là, ne pas s'ouvrir. Moi, au contraire, j'aime bien m'ouvrir. Voilà, donc là, je suis en train de passer la licence CAF Pro à Rabat, au Maroc, et j'ai la chance de tomber sur Shahata. Et je lui ai collé les trains, quoi. Par exemple, je ne l'ai pas lâché, ça fait 3 jours. 3 jours qu'on était ensemble, j'étais tout le temps dans sa chambre. J'ai changé énormément avec lui. Et puis bon, il te conseille, il te dit des choses. Il y a des questions qu'on lui pose. Mais bon, je sais que j'ai les réponses, mais c'est bien que quelqu'un vous conforte sur ce que vous êtes en train de faire. Sur qui vous inspirez-vous, j'ai répondu. Voilà, j'ai dit tout simplement que je voulais faire du Cissé. Voilà, donc, et c'est ce que je suis en train de faire jusqu'à présent. Mais quand je prononce le nom de Bruno Metsu, surtout son modèle de management, ça vous inspire un peu? Oui, bien sûr, parce que Bruno et moi, on était vraiment je peux dire que c'était un père spirituel pour moi. C'est quelqu'un que j'ai connu en club. J'ai travaillé d'abord avec lui en club. Il m'a connu quand j'ai eu 16-17 ans à Lille. Après, il m'a fait venir à Sedan. J'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Après, on s'est retrouvés en équipe nationale. Donc, si tu veux, Bruno et moi, c'est une longue histoire. Et c'est vrai qu'il m'arrive parfois d'être dans des situations où je me pose la question, si c'était lui, quelle décision il aurait pris? Et tout de suite, je prends cette décision-là. Parce que je sais que s'il était là, il allait prendre cette décision-là. C'était quelqu'un de très professionnel, c'était quelqu'un qui connaissait son métier, mais surtout c'était un passionné. Je crois que Bruno, le football, il l'a toujours aimé. Et j'essaie de m'inspirer aussi de lui, de cette passion, de l'amour que nous avons pour le football, d'entraîner une équipe et de vivre vraiment pour ce sport-là qu'on aime tant. Moins de 3 mois, moins de 2 mois, on peut dire, du mondial. Est-ce que si c'est à peu près en tête, c'est 23? Je dirais que 23 joueurs au complet, je dirais non, honnêtement, pour vous dire la vérité. Sérieusement, non, mais je crois que le noyau est là. Le noyau a toujours été là, d'ailleurs. Malgré ce que les gens peuvent dire, il y a une équipe qui bouge beaucoup, il y a un groupe qui bouge beaucoup. Non, en fait, on a été constant depuis le début. Si on regarde bien, on saura qu'en 2015, l'équipe qui était là, 2018, il y a quand même plus de 14 joueurs qui sont encore là. Et ça prouve notre cohérence et ça prouve notre constance. Voilà, donc maintenant, après, c'est vrai que de 2015 à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. On a pu faire venir un garçon comme Kalidou Koulibaly, on a pu faire venir un garçon comme Diao Keita Baldé, on a pu faire venir un garçon comme Sabali, on a fait venir un garçon comme Santingom récemment, etc., Opanguette et tout ça. On a vraiment renforcé cette équipe-là avec de la qualité. Et ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à nous ouvrir aussi à d'autres joueurs de qualité qui sont capables de nous rendre encore meilleurs. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était un entretien exclusif avec le sélectionneur. C'était toujours un plaisir de partager ces bons moments avec vous et vous, les téléspectateurs de la télévision Futur Média. Merci. Merci à vous, Mamadou Ndiaye, pour ces moments d'échange très, très intéressants. Merci également au caméraman Mour Kharma. Cher, merci.
Au plaisir de vous retrouver d'ici la fin de la saison pour tirer certainement le bilan par rapport au championnat. Bonne chance pour la suite. C'est une bonne chance. Hein. On rappelle le match Sénégal-Algérie très important le 17, donc à 17h plus tôt, ce mercredi au stade Alassane Djigo. Merci cher Tidiane. Merci. Et merci à la réalisation Pierre Da Silva. Bon congé à Vieux Diouf. Merci à toute l'équipe technique, Hamza, Dabar, au son Baye. Merci à Marianne Siva également. Excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.